à l'heure. Mesdames et messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier l'équipe de l'autre scène qui a eu le courage de maintenir cette conférence, car ils pensent, comme moi, que la vérité doit être entendue. Ceci dit, nous allons réparer ce soir une véritable injustice en rendant un vibrant hommage à Charles Cholomsky, pianiste français et néanmoins virtuose, dont les carnets intimes ont été récemment retrouvés dans les combles du Conservatoire de Rouen. Carnets qui, après la polémique qu'ils suscitèrent dans le monde de la musique classique, sont aujourd'hui l'objet de moult controverses. La France fêtera en 2018 et en grande pompe, c'est officiel, le 58e anniversaire de la mort de l'artiste. Mais à Venène, on a su prendre les devants et profiter de cette conférence pour fêter cet anniversaire avec 2 ans d'avance. Pianiste à la carrière fulgurante et hors du commun, virtuose injustement oublié, nous allons partir ce soir à la rencontre de ce musicien rare et découvrir derrière l'artiste adulé un homme fragile, un travailleur infatigable qui n'hésita jamais à prendre tous les risques pour atteindre la perfection. Le représentant du ministère public qui devait être là ce soir pour remettre à titre posthume la Légion d'honneur à Charles Cholomsky nous fait part de ses regrets, mais la corrida pédestre internationale de Houille, qui a lieu en ce moment même à Houille, le retient à Houille. Il me confiait encore tout à l'heure au téléphone son attachement viscéral à la culture en général et à la musique en particulier, musique qui demeure pour lui, m'a-t-il dit, une priorité. Nous avons la chance de recevoir ce soir le duo Fromentin-Blancade, qui, malgré la procédure de divorce qui les oppose en ce moment, a accepté notre invitation et qui va comment dire, illustrer en musique, avec le talent qu'on lui connaît, les moments clés de la vie du célèbre musicien. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, commençons. Charles Cholomsky naquit le 13 février 1908, premier et dernier enfant de Marie-Thérèse Pépin, petite main chez Singer, et de Dimitri Cholomsky, colonel de cavalerie à la retraite, que la révolution russe de 1905 avait brutalement exilé à Rouen, cette ville française au climat tempéré, quoique trop pluvieux, objecteront certains. Les premières années de la vie du petit Charles, c'est le nom que lui donne affectueusement sa gouvernante, sont plutôt heureuses, et très tôt, malgré l'amour immodéré que porte sa mère au chanteur de music-hall Félix Mayol et que son père porte de son côté aux sonneries militaires, le petit Charles, dis-je, développe sous les yeux de parents incrédules des dons musicaux tout à fait inattendus. C'est le 20 avril 1912, alors que le Titanic vient de sombrer et que malgré tout le printemps persiste, que le petit Charles, qui se promène en compagnie de sa gouvernante dans un jardin public du centre-ville, tombe nez à nez avec un gros bonhomme qui tourne en soufflant comme un bœuf la manivelle de son instrument. Une bande de carton perforé sort du côté droit de la machine, comme poussée par les accords diaboliques du Faust de Gounod, et vient impeccablement se replier en accordéon dans une boîte posée au pied d'un gros chien noir qui bat la mesure avec sa queue. De cette vision fantastique naîtra chez le petit Charles un amour immodéré pour l'opéra et une abjection absolue pour les chiens. Rentré à la maison, il retrouve à tâtons sur le vieil Erard familial la mélodie fascinante et la recopie à sa manière.
Des années plus tard, lorsqu'une technique d'acier aura épousé son extraordinaire talent, il se souviendra de cet épisode musical et en écrira la transcription. C'est la toute première trace que nous avons de lui. C'est cette partition qui a miraculeusement traversé le temps et que l'on peut consulter à la Bibliothèque nationale sous la cote 7896. C'est cette partition, dis-je, que Laura Fromentin et Dominique Blancade vont nous interpréter à présent. Comme nous venons de l'évoquer, c'est sur le piano familial que le petit Charles fait seul ses premières armes. Armes rudimentaires et bruyantes qui mettent au supplice les oreilles des voisins. Après des plaintes répétées, le piano familial sera finalement désossé et brûlé au cours du terrible hiver 1913. Ainsi en a décidé l'impitoyable colonel rendu hystérique par l'élection de Raymond Poincaré à la présidence de la République. Durant les jours qui suivront, le petit Charles sera tiraillé par deux sentiments contradictoires, le chagrin d'avoir perdu son vieux compagnon et la joie de ne plus avoir froid. Privé d'instruments, Charles ronge son frein. C'est à cette époque, pense-t-on, et sous le coup de la douleur, qu'il entame la rédaction de ses carnets. Certains historiens contestent cette version, prétendant que Charles les rédigea d'une traite durant la dernière année de sa vie. D'autres, encore plus audacieux, n'hésitent pas à avancer qu'il serait apocryphe. Quoi qu'il en soit, laissons ces querelles d'experts aux experts et reprenons le fil de notre histoire. Louise, sous son chignon démodé, est une fine mouche. Elle voit bien que chez l'enfant, le chagrin n'est pas un caprice. Elle qui se rend une fois par mois à Paris pour se régaler des dernières nouveautés lyriques et s'étourdir de la voix des ténors de charme et autres sopranos coloratours, reconnaît chez le petit Charles la souffrance qu'engendre la passion. Alors, au risque d'être mise à la porte d'un colonel qui se fiche des choses de l'art comme d'une guigne, Louise décide de mettre le petit Charles face à son destin. Non.
C'est avec la complicité de Marie-Thérèse que Louise, prétextant une visite à des petits cousins parisiens, arrache pendant 3 jours le petit Charles à son foyer pour le conduire à l'opéra. Lorsque, 30 ans plus tard, comblé par le succès, la gloire et les honneurs, il écrira cette invitation à la valse que vous allez entendre, c'est en pensant à Louise et à cet après-midi à l'opéra qu'il mouillera sa partition de larmes, étoile lacrymale aujourd'hui, desséchée, traces indélébiles d'une cosmologie d'enfant constellant à jamais les pages ô combien sublimes de cette œuvre admirable.
1944. Dans le train du retour qui fonce à 45 km/h et qui rallie Paris à Rouen en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le petit Charles pense à ce qu'il a vu et entendu. Il pense à ce redoutable mariage de l'amour et de la mort auquel il vient d'assister, fasciné. Il n'a beau n'avoir que 6 ans, sa décision est prise. Il sera compositeur et ne se mariera jamais. Il note dans ses carnets, et malgré les chaos du train, je cite, « Cette jeune bohémienne éprise d'amour, bon, la suite est illisible, hein, tombe sous le charme du célèbre, le mot est encore une fois illisible, on pense qu'il pourrait s'agir de Torpedo, et sera victime du fatal, alors là le train a dû faire une embardée, brisant la nuque du crayon et perforant du même coup la page du carnet. Tout Charles Cholomsky est là. Son génie, sa sensibilité, sa passion. Et il brûle de raconter tout cela à sa mère, les costumes, les voix, la folle musique de Bizet. 22h07. Ils arrivent à Rouen sous une petite pluie fine et contournent la gare pour se rendre au numéro 8 de la rue du Champ du Pardon, où se situe l'appartement familial. La porte à peine poussée, le petit Charles traverse l'office en courant, puis le salon, la salle à manger, monte les escaliers 4 à 4, pénètre en trombe dans la chambre de Marie-Thérèse, explore le cabinet de toilette, le bureau de son père, la bibliothèque, descend par l'escalier de service, fait le tour de la table de la cuisine, ouvre le placard à balai. Personne. L'appartement est vide. Dans la salle à manger, la table est encore mise où traînent les reliefs d'un repas. Notez bien ce détail, le feu est éteint. 22h45, après lui avoir servi un grand verre de lait, Louise abandonne quelques instants le petit Charles pour aller sonner chez les voisins. 22h51, elle revient bouleversée et devant ses explications rassurantes, Charles pressent qu'un drame est survenu. Elle lui dit avec douceur qu'elle doit s'absenter un moment, le laisser seul, et qu'il doit être courageux. Puis, après avoir allumé le feu, elle disparaît. 23h12. Resté seul, le petit Charles observe la salle à manger. Les meubles sont déplacés, des tableaux de travers, des couverts renversés, et des traces suspectes maculent le plancher. S'approchant de la table, il voit que les portions sont à moitié mangées et qu'il s'agit d'une omelette aux champignons. 23h32, il comprend qu'il est désormais seul au monde et cette idée lui est insupportable. Il s'assoit à la place qu'occupait sa mère et finit sa portion. Avant de perdre définitivement connaissance, il se dit que cette omelette est vraiment trop salée.
C'est le visage familier de Louise qui apparaît au jeune garçon à son réveil. Louise qui veille sur lui depuis des jours. Elle lui annonce qu'il ne doit sa survie qu'au verre de lait qu'il a bu avant son geste désespéré et qu'il n'a plus de parents. Elle lui raconte qu'à son retour dans l'appartement, elle l'avait trouvé assis tout nu sur une chaise du salon, hypnotisé par un vieux métronome mécanique dont la pulsation était réglée sur 190 à la blanche. Près de lui, une feuille de musique sur laquelle il avait griffonné des caractères incompréhensibles. Il l'écoute, mais déjà son esprit est ailleurs. L'expérience qu'il vient de vivre et qui va changer sa vie, il le sait. Il écrira bien plus tard, je cite ses carnets, « Ce fut une seconde naissance. Ce que je vis et entendis pendant ce long délire hallucinatoire m'ouvrit les portes de la perception. Et si je ne compris pas tout de suite le bénéfice que j'allais tirer de cette découverte, les expériences dont je me fis le cobaye volontaire après la Première Guerre mondiale, ainsi que les compositions qui en découlèrent, finirent de me convaincre qu'il y avait là un sujet d'expérimentation extraordinaire. » Oui, mesdames et messieurs, il en était convaincu. Les champignons et la musique étaient intimement liés. Comment? Il ne le savait pas encore, mais il comptait bien le découvrir. Pour l'instant, il devait se consacrer à l'étude, car, comme le dit le poète, sans technique le don n'est qu'une sale manie. Le reste viendrait ensuite.
Les carnets restent muets sur les années de guerre. Tout ce que nous savons, nous le tenons de la correspondance entre Louise et ses petits cousins parisiens chez qui le jeune Charles avait trouvé refuge. Pour ce couple sans enfant, l'arrivée de cet orphelin est une aubaine. Nous savons qu'il prend des cours particuliers chez un certain Lazare Lévy, dont nous aurons l'occasion de reparler. Nous savons qu'il partage son temps entre le piano qu'on lui a installé à l'entresol et la cave, où il se livre à des expériences. Comme le disent ses parents adoptifs, il faut bien que jeunesse passe. Et les lettres de cette époque ne nous en disent pas davantage. Au sortir de la guerre, le 11 novembre 1918, à 5h15, il a tout juste 10 ans, mais il ne reprendra la rédaction de ses carnets que le 18 décembre 1921, jour où il note laconiquement et sans préambule. Dimanche 18 décembre, 10h30, PS, rien. Puis suivent dimanche 25 décembre, 10h30, FL, rien. Samedi 31 décembre, 10h30, DP, léger trouble de la vue. Dimanche 8 janvier, 10h30, HR, vomissement. Puis tout semble s'emballer. Le dimanche 15 janvier 1922, à 9h15, il note « Je sens que je touche au but ». Le psilocybe séminancéta, dont la culture a donné les meilleurs résultats, est à présent tout à fait sec. L'expérience aura lieu, comme à l'accoutumée, à l'heure de la messe. Les 32 pages qui suivent et qui tentent de résumer l'expérience dans une sorte d'écriture automatique sont illisibles. En revanche, tout nous porte à croire que la transcription que nous allons entendre et que nous connaissons sous le titre de Réminiscence d'une soirée à l'opéra fut entièrement composée sous l'effet de ce fameux champignon. Je tiens à préciser que toutes les transcriptions que nous écoutons ce soir ont été composées par Charles Cholomsky. Vous pouvez juger de la difficulté technique de ses œuvres, puisque nous avons besoin ce soir de 2 pianistes, alors que Charles les jouait seul. Quittons à présent les années d'apprentissage
pour ceux qui voudraient approfondir cette genèse musicale, et ils sont nombreux, je le sais, je vous conseille la lecture du remarquable ouvrage que la célèbre pédiatre Françoise Doltoïevski a consacré à l'adolescence de Charles et dont vous trouverez toutes les références sur le site internet f.doltoïevski-c.cholomsky-une-enfance-dérobée.com. Ceci étant dit, retrouvons Charles Cholomsky à l'orée de sa courte et éblouissante carrière. Nous sommes à la veille de son premier concert. Ce concert, Charles ne voulait pas en entendre parler. Il se considère comme un chercheur. Le public, il n'en a rien à faire. Et c'est encore une fois Louise qui le ramène à la raison en lui faisant valoir tout le bénéfice qu'il tirera à sortir de son isolement. Le concert est programmé le 16 février 1925 à 19h30, salle Gaveau. Une salle Gaveau louée sur ses deniers personnels par Lazare Lévy, dont on ne dira jamais assez l'influence qu'il eut sur le destin du jeune prodige. Charles est encore, comme nous venons de le voir, un illustre inconnu. Il vit reclus, accaparé par la musique et l'étude de ses chers végétaux cryptogames. On ne lui connaît aucun ami. C'est pourtant devant un des plus beaux parterres qui soit, et grâce aux relations de son cher professeur, que le concert aura lieu. Nous connaissons aujourd'hui l'identité de chacun des invités, puisque Louise en a recopié soigneusement la liste. C'est ainsi que l'on retrouve côte à côte une brochette impressionnante de célébrités musicales de l'époque. Jugez plutôt. Maurice Ravel, Pierre Monteux, Alfredo Casella, Georges Enesco, Jacques Thibault, Alfred Cortot, Poulenc, Darius Milhaud, j'en passe, et des meilleurs. Charles note dans ses carnets. À l'énoncé de ces noms, je fus pris de panique et faillis renoncer. Mais j'avais donné ma parole à Louise, et cela comptait plus que tout. Nous possédons sur ce concert le témoignage capital de Maurice Ravel, qui écrit à un ami « Mon cher Igor, malgré un rhume caramidé, je me suis rendu hier soir salle Gaveau sur l'invitation de Lazare Lévy. Il est présenté un de ses élèves particuliers dans un programme de transcription. Le fait est suffisamment rare, tu en conviendras, pour qu'il pique ma curiosité. Nous vîmes arriver sur scène un jeune homme d'à peine 17 ans, gracile et mal peigné. Il était livide. Il se dirigea vers le piano, se mit en place sans saluer et resta assis là, sans bouger, pendant un temps qui me parut infiniment long. Enfin, il se mit à jouer. C'était atroce. Une technique mal assurée, un toucher lourd et pâteau, un total manque d'expression qui me fit me demander si nous n'étions pas victimes d'une supercherie. Puis, insensiblement, quelque chose changea. Le jeu se fit plus ferme, le doigté devint plus précis, les arpèges plus détachés, et un emploi de la pédale tout à fait inattendu vint couronner le tout. Quelques mesures encore, et j'étais pris, ensorcelé, et cela monta crescendo jusqu'à la fin du concert. Ce n'était plus un piano, mais un véritable orchestre symphonique avec ses couleurs, son chatoiement, sa force. Un miracle, mon cher Igor. Je crois ne jamais avoir entendu quelque chose de pareil. Cette lettre s'éclaire aujourd'hui d'un jour tout à fait nouveau à la lueur des carnets, où Charles écrit au lendemain du fameux concert, je cite, « En moyenne, les premiers effets de ces eucaryotes pluricellulaires commencent à se faire ressentir environ 30 minutes après l'ingestion. Mais il peut arriver quelquefois qu'ils mettent plus d'1 heure à survenir. Le premier palier dure environ 45 minutes, puis les paliers suivants se succèdent en s'accélérant durant 2 à 3 heures. Les derniers effets peuvent se faire ressentir jusqu'à 4 ou 5 heures après l'ingestion. » Ravel, lui, conclut sa lettre par ces mots « Le concert dura plus de 3 heures, et figure-toi, nous en redemandions.
Après l'ultime bis, on transporta l'adolescent épuisé dans sa loge où interdiction nous fut faite de le visiter. Depuis une semaine, je ne dors plus. Il faut absolument que je trouve le moyen de rencontrer ce jeune prodige. Et il signe ton dévoué Maurice Ravel. C'est une œuvre extraite de ce programme du 17 février que nous allons à présent écouter, interprétée par les sœurs Fromentin-Blancal. Maurice Ravel et Charles Cholonsky purent finalement se rencontrer, mais si nous en croyons le philosophe Vladimir Jankélévitch, spécialiste du compositeur et musicien lui-même, Ravel aurait eu un comportement étrange durant l'été 1928. Il aurait passé de longues heures en forêt, lui qui détestait la nature, et se serait enfermé des nuits entières dans son cabinet de travail après s'être fait préparer par Nanette, sa cuisinière, une tisane à base de poudre brune particulièrement nauséabonde. De là à penser qu'il s'agissait d'une décoction de Pluteus salinicus et que Ravel en usa et en abusa pendant plusieurs semaines, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Comment expliquer sans cela l'écriture du boléro? Boléro qui fut composé, je vous le rappelle, entre juillet et octobre 1928 et créé à Paris le 22 novembre de la même année devant un parterre de spectateurs sidérés. Cette œuvre singulière qui tient le pari de durer plus d'un quart d'heure avec seulement 2 thèmes et une ritournelle qui tourne inlassablement de manière cyclique était considérée par son auteur lui-même comme un mystère. À propos d'une dame criant après avoir entendu l'œuvre « Au fou, au fou !» Ravel aurait confié à son frère « Celle-là a tout compris. » Mais, s'il vous plaît, arrêtons-nous un instant et regardons Ravel. Il est devant son clavier comme Lance Armstrong au pied du Mont Ventoux. Il vient de boire une gorgée de tisane et il attend. Puis, se penchant, il commence à enfoncer délicatement les touches, presque à tâtons. Il ne faut pas s'emballer. Un démarrage trop rapide pourrait être fatal. Il faut s'économiser. Le chemin va être long, l'œuvre monumentale. Il écrit, note après note,
mesure après mesure, il respire, et petit à petit, il trouve son rythme. Il est encore une fois tenté d'accélérer, mais il est trop tôt. Il ne faut pas alerter les autres concurrents, les compositeurs moins doués qui lui collent au basque. Il ne faut pas attirer l'attention, ne pas attiser la jalousie. Ses muscles s'échauffent et son cerveau aussi. Il sent que la terre commence à tanguer sous lui. Son souffle s'accélère et le clavier s'étire. Tout en martelant les touches à un rythme régulier, il se laisse griser et imagine déjà ce que les critiques vont dire. Un compositeur au sommet de son art, un génie des nuances chez qui nul effort ne sent l'effort, un titan. Il sourit, appuie sur la pédale et le son enfle. Il accélère encore, ça y est, c'est parti. La roue tourne de plus en plus vite. Il est ivre. Les cycles se succèdent et s'enchaînent à un train d'enfer. Il ne voit plus rien autour de lui. Sa tête est en feu, tandis que la sueur lui glace le dos. Il sait à présent que tout le monde est loin derrière lui. Tout le peloton, les Debussy, les Satie, les Varèse, les Roussel, les Millot, les Taillefer, les Rosenthal, sur place. Il les a cloués sur place. Son petit corps est tendu comme un arc. Il appuie sur la pédale comme un forcené. Il libère toute l'énergie qu'il gardait en réserve. Il veut que son piano se transforme en orchestre. Et il y parvient. Il n'y a plus que la musique et lui. Il sent qu'il va mourir. Les dernières mesures comme une tempête. Et il tombe évanoui. Au pied du Mont Ventoux, il est seul. Cholomsky titrait la presse, une étoile filante au firmament des virtuoses. Les 15 ans qui suivirent furent pour les publics du monde entier un véritable éblouissement. Paris, Londres, Berlin, Moscou, Toronto, Pékin, nos gens le retrouvent. Lorsqu'il ne joue pas, Charles se consacre à sa passion, la mycologie. Son appartement est devenu au fil du temps une véritable champignonnière et son corps un véritable champ d'expérimentation. À chaque récital, à chaque programme correspond un nouveau champignon. Il est à présent convaincu que la psilocybine, la psilocine et la béaocystine ont eu une influence majeure sur l'histoire de la musique classique. Mais comment le prouver? Il manque d'éléments. Il commande des ouvrages spécialisés dans le monde entier, compulse des dizaines de biographies, lit des milliers de lettres, et petit à petit, le puzzle se reconstitue. Cela commence avec le grand Jean-Sébastien Bach. Il découvre dans un courrier daté du 23 septembre 1712 que lui adresse Maria Barbara, sa première épouse, courrier resté jusqu'ici inédit, qu'elle le supplie d'être raisonnable en son absence. Quelques lignes encore et nous apprenons qu'il souffre d'addiction. Jean-Sébastien aurait usé de certaines poudres selon qu'il devait écrire une cantate, un concerto, des variations ou une fugue. Parmi ces poudres, un mélange d'inocibe corydalina et de tabac qu'il garde soigneusement sous clé. C'est la substance la plus dangereuse. Jusqu'ici, il n'avait usé que de substances coupées ou de champignons de seconde catégorie. Sous l'effet de ces drogues, il avait composé les variations pour violoncelle seul, quelques cantates, les suites françaises, un motet, 2 toccatas, et engrossé 3 fois sa jeune épouse. Ce soir, en l'absence de celle-ci, il a décidé de passer à la vitesse supérieure. La poudre est enfermée sous clé dans le secrétaire du salon.
Il ouvre celui-ci et prend la petite boîte d'argent qui glisse dans la poche de son gilet. Puis, muni d'une chandelle, il descend le petit escalier qui mène à la salle de travail et s'enferme seul dans cette pièce austère meublée de 2 clavecins et d'une grande armoire contenant pêle-mêle les classiques de la littérature allemande, des traités d'harmonie et une collection de 250 chopes émaillées à couvercle d'étain. Après avoir fermé la porte à clé, il pose sur le dos de sa main une pincée de cette poudre brune, éprise et reprise. Ensuite, il s'assoit calmement devant le clavier de son clavecin et attend. Nous n'en saurions pas davantage sans la pluie de lettres d'injures qui parvint au bourgmestre du Lander et dans lesquelles les voisins de la famille Bach se plaignent sans retenue d'avoir subi pendant des jours un tintamarre épouvantable. Lorsqu'on analyse aujourd'hui, comme l'a fait une équipe de chercheurs anglais de la Royal Academy of Sciences, les partitions originales de Bach concernant les œuvres composées entre 1712 et 1747, et que l'on soumet ce matériel au test du carbone 14, on s'aperçoit qu'outre les traces de substances hallucinogènes s'apparentant au LSD qui souillent le papier, on s'aperçoit, dis-je, qu'à l'exception des 20 premiers opus que l'on peut considérer comme mineurs, les 1100 opus restants composant la quasi-totalité de son œuvre, furent tous composés sur une période de 10 jours. On croyait jusqu'à présent que Jean-Sébastien Bach, puisqu'il était tenu par contrat de livrer une messe chaque dimanche, s'était isolé toute sa vie dans une petite pièce austère pour composer ses chefs-d'œuvre, alors qu'en réalité, il avait terminé depuis belle lurette et qu'il passait tout son temps à lire le journal, le soustrayant du même coup à ses 15 enfants qui, passez-moi l'expression, commençaient à lui pomper l'air. Charles Cholomsky avait vu juste.
1937, Charles Cholomsky repart en tournée. Il vient de fêter ses 32 ans et déjà les premiers troubles neurologiques se font sentir. Il annule par-ci, par-là quelques contrats. Une fois même, il perd connaissance à la fin d'un concert mémorable où il joue les 12 études d'exécution transcendantes de Franz Liszt dans un état de transe rarement atteint. J'ai vécu cela, écrit-il, comme un match de boxe en 12 rounds et j'ai fini KO. Les spectateurs se mettent debout dans la salle pour apercevoir ses mains faire des arpèges. En plein concert, on hurle son nom. Les doses de champignons sont de plus en plus fortes et les effets de plus en plus courts. Des bruits circulent sur son état de santé. On le dit atteint d'un cancer, d'une leucémie, d'une sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, d'un gros rhume. Ce sera son dernier concert avant la guerre. Septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Charles, que sa dernière expérience avec le psilocybe Cornell-Lucéa a laissé quasi aveugle, se fait lire par Louise la correspondance d'exil que Richard Wagner entretint avec Schopenhauer. Il apprend que le maître, tenu à l'écart du monde musical avec peu d'espoir de voir représenter ses œuvres, se trouve dans une situation précaire et qu'il s'enfonce inexorablement dans la dépression. Le 15 février, son médecin de famille lui conseille la mycothérapie, thérapie par les champignons, très en vogue à l'époque, du côté de Zurich. Wagner accepte de mauvaise grâce et le traitement peut commencer. Et maintenant, suivez-moi bien. Le 3 mars 1859, un domestique retrouve Wagner au petit matin assis dans la véranda, visiblement choqué, hypnotisé par un vieux métronome mécanique dont la pulsation est réglée sur 190 à la blanche. Wagner est nu et entièrement recouvert d'une fine pellicule de givre. On le couche après l'avoir frictionné avec de l'alcool, mais il ne doit sa survie qu'à la profonde colère qui l'habite depuis sa naissance. Son valet de chambre retrouve quelques jours plus tard la partition à laquelle Wagner travaillait cette fameuse nuit, la glisse entre les pages d'un recueil de musique qu'il glisse à son tour dans la bibliothèque. Cette esquisse musicale retrouvée récemment est la première vision fantastique d'une saga à laquelle il donnera naissance bien des années plus tard et que l'on connaît sous le nom de l'Anneau du Nibelung. Cette œuvre fleuve comporte 4 parties, l'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. L'original de cette monumentale partition peut être consulté à la Zentralbibliothek de Zurich. Lorsqu'on analyse en détail la partition de la Valkyrie, on peut s'apercevoir que Wagner a griffonné dans la marge de petits dessins, comme des pattes de mouche. Personne jusqu'à présent n'y avait prêté attention jusqu'à ce qu'un jeune chercheur américain émette l'hypothèse qu'il s'agissait là d'une première intuition graphique d'objets volants à voilure tournante, connus de nos jours sous le nom d'hélicoptères.
Charles Cholomsky est à présent totalement aveugle, mais il continue à travailler d'arrache-pied. Depuis 2 ans, Louise et lui sont retournés vivre à Rouen dans le petit hôtel particulier du numéro 8 de la rue du Champ du Pardon. Ils ont loué une loge à l'année à l'Opéra et Charles s'est lié d'amitié avec le directeur du conservatoire, un homme jovial et cultivé d'une discrétion à toute épreuve. C'est à Rouen, le 12 juillet 1944, qu'il reçoit pour la première fois depuis le début de l'occupation une lettre de son ancien professeur Lazare Lévy, par l'intermédiaire du petit réseau clandestin auquel Louise appartient. Enseignant au Conservatoire de Paris, Lazare Lévy avait été démis de ses fonctions en raison des lois antisémites proclamées par le gouvernement de Vichy et avait passé à Nice une grande partie de la guerre. De retour à Paris, il invite Charles à venir lui rendre visite. On sait à présent que les dés sont jetés et que pour les Alliés, la victoire n'est plus qu'une question de temps. Le 25 août 1944, Paris est libéré et Charles est prêt à faire sa rentrée. Il le fait savoir aux quelques amis qui le supplient depuis bientôt 4 ans de continuer à se produire en public. Mais les impresarios ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont peur que ce long silence n'ait effacé le souvenir du virtuose dans la mémoire du public et que celui-ci ne boude les concerts. L'époque a changé et une soif inextinguible de nouveaux visages se fait sentir. Ce n'est qu'au bout de 3 ans de négociations que Charles sera finalement programmé. Cette soirée mémorable a été enregistrée et retransmise en direct sur les ondes de la radiodiffusion française. C'est un témoignage inestimable de la virtuosité de l'artiste et de la ferveur intacte d'un public chauffé à blanc. C'est l'unique enregistrement de Charles Cholomsky que nous possédons à ce jour. En entendant cet enregistrement en septembre 1964, le pianiste Glenn Gould, au sommet de sa gloire, décide d'abandonner définitivement sa carrière de concertiste. Jusqu'à la fin de ses jours, il s'enfermera dans un studio, essayant inlassablement, disque après disque, d'égaler son aîné. Il meurt d'épuisement en 1974, sans y être jamais parvenu. Peu de gens savent cela.
1948, au sortir de ce fameux concert, Charles Cholomsky, accroché au bras de Louise, qui le guide à travers une foule survoltée, retrouve enfin Lazare Lévy. Celui-ci est accompagné d'un ancien élève américain devenu compositeur. Les deux hommes tombent sous le charme l'un de l'autre et deviendront amis. Nous connaissons aujourd'hui le nom de ce jeune homme. Il s'appelait John Cage. Nous devinons l'admiration réciproque que les deux hommes se portaient, puisque chacun a dédié à l'autre une de ses compositions. Celle que nous allons entendre, Charles Cholomsky la composa sous l'emprise du redoutable psilocybe cubensis. C'est Dominique Plancade et Laura Fromentin qui vont l'interpréter pour nous. Je garde le canapé et tu gardes le chien. C'est Dominique Plancade qui va l'interpréter pour nous ce soir.
rien de grave. John Cage, à la suite de sa rencontre avec Charles Cholomsky et de retour aux États-Unis, changea radicalement d'attitude par rapport à la musique et devint le compositeur expérimental, déroutant ses admirateurs les plus fidèles. À la fin des années 60, il crée la Société de mycologie de New York, qui se compose encore aujourd'hui de plus de 160 membres. J'ai demandé un peu tardivement, je l'avoue, à nos deux solistes, de bien vouloir jouer un extrait de l'œuvre que John Cage dédia à Charles Cholomsky l'année de sa disparition. John Cage précise qu'il a composé cette œuvre d'une seule traite sous l'effet d'une prise d'Amanita muscaria. Je tiens à remercier Laura et Dominique qui, malgré le peu de répétitions et sans l'aide d'aucun narcotique, ont accepté de relever le défi. On les écoute. Voilà. Nous venons d'entendre un extrait de 4 minutes 44 secondes, œuvre emblématique du style de John Cage à cette époque, et qui en dit long sur les extraordinaires effets de ces petits champignons. Quittons John Cage en citant de lui cette phrase: « Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le seul problème avec les sons, c'est la musique. » Nous sommes à présent en 1951. Il ne reste à Charles Cholomsky que quelques années à vivre. Il est le pianiste le mieux payé au monde. Ses récitals se négocient à prix d'or sans que l'on sache vraiment s'il honorera ses contrats. Il s'est mis à travailler à un ouvrage monumental qu'il voudrait terminer avant que ses forces ne l'abandonnent. C'est une nouvelle histoire de la musique à la lumière de la mycologie qu'il entreprend d'écrire à marche forcée. La fidèle Louise compulse, trie, écarte, classe et prend sous la dictée le récit quasi mystique de Charles. Ce travail durera 4 ans et noircira quelques 2000 pages. Tout y est raconté in situ. Chaque chapitre a été écrit sous influence narcotique. Chaque compositeur correspond à un champignon. Chaque champignon a un état et chaque état a une œuvre. On y retrouve les fous rires de Rossini, l'euphorie de Mozart, les chutes de concentration de Schumann, l'invalidation des raisonnements logiques de Schoenberg, les illusions sensorielles de Holtz, les distorsions spatio-temporelles de Richard Strauss, les hallucinations de John Cage, les visions autostopiques de Beethoven, les sensations de mort imminente de Verdi, l'expérience mystique de Liszt, la réémergence des souvenirs oubliés de Tchaïkovski, les sensations d'omniscience de Boulez, l'ultra-clairvoyance de Messiaen, de dépersonnalisation de Stockhausen et la tristesse de Chopin. Il doit interrompre à contre-cœur ce travail pour honorer un récital à Sydney et se remettre à son piano. Il doit interpréter les variations Diabelli de Beethoven et le 3e concerto en do majeur opus 26 de Prokofiev
qu'il joue depuis son enfance les 2 doigts dans le nez. Sachant qu'il ne court aucun risque dans ce répertoire, il décide d'expérimenter un nouveau champignon qu'il cultive depuis quelques mois directement dans son piano et qui lui a été envoyé d'Amérique par son ami John Cage. Ce sera pour Charles Cholomsky le champignon de trop. Le 9 novembre 1955, à 10h30, il ingurgite une poignée de ces petits cônes bruns striés de blanc. À 11h15, il entame le concerto de Prokofiev et toujours aucun effet. À 13h40, douleur dans la main droite. À 14h10, il perd l'usage de son bras gauche et éprouve des pics aigus dans la poitrine. À 15h55, des maux de tête atroces le terrassent. À 18h50, Louise le trouve inconscient et appelle un docteur. Il diagnostique une forme de tétraplégie très rare qui ne paralyse que 3 membres sur 4, laissant à Charles l'usage de son bras droit. Le lendemain, Charles a déjà retrouvé ses esprits. Pas question d'annuler le concert et de les priver de cet argent dont ils ont tant besoin. Il s'enferme avec son piano et en quelques heures transcrit pour la main droite le concerto en ré majeur que Maurice Ravel avait écrit pour la main gauche. Quelques jours plus tard, il s'envole en compagnie de Louise et du directeur du conservatoire pour Sydney. Il n'a averti personne du changement de programme et c'est devant une foule en délire qui le vénère comme un dieu qu'il annonce que ce sera son dernier concert. Le silence qui accueille cette nouvelle est impressionnant. Vladimir Horowitz, qui assistait à cette soirée, confia à un de ses amis durant l'entracte qu'il n'avait encore jamais rencontré une telle maîtrise de l'instrument. Ce même Horowitz, en sortant du théâtre, décida de ne plus se produire en public. Il resta 12 ans à méditer en jouant au poker sur les biens fondés d'un retour. Il s'y résoudra enfin quelques années plus tard et fera sa rentrée à Carnegie Hall le 9 mai 1965. Il n'évoquera plus jamais Charles Cholomsky. Écoutons, si vous le voulez bien, le morceau